Belgique est envahie, c'est la première étape de la guerre totale. Son armée de fortune est d'un autre âge, des chasseurs, des carabiniers, mais tous sont gonflés à bloc. Les Allemands trouvent cette résistance de l'armée belge insensée. Le roi Albert, en face de l'invasion massive, a refusé de se rendre, ignoré les ultimatums. Il a quitté Bruxelles pour gagner la place fortifiée d'Anvers. Là, il espère tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. L'invasion de la Belgique a dressé l'opinion anglaise unanime contre l'Allemagne. Dans la propagande pour le recrutement des volontaires, le viol de la Belgique est abondamment développé pour sensibiliser les partants. En fait, les secours embarqués en Angleterre sont insignifiants. Seule puissance en Europe à ne pas recruter des soldats par conscription, l'Angleterre n'aligne que 6 divisions. Selon Churchill, le premier lord de l'amirauté, aucun débarquement ne peut se faire en Belgique même. La flotte ne peut garantir la sécurité des passages que vers la côte française. « 18 000 hommes et 30 000 chevaux, tels sont les effectifs de Sir John French, qui commande le corps expéditionnaire anglais. C'est l'armée la mieux entraînée, la mieux organisée, la mieux équipée d'Europe, mais certainement pas la mieux informée. Des agents de l'intelligence service marchant au front dans un convoi de bus londoniens estiment que la force allemande en face du secteur britannique est de 17 divisions. En réalité, le général von Kluck en a réuni 30. Le seul plan britannique est un engagement. Rejoindre la France et se battre contre les Allemands en Belgique. Le corps expéditionnaire anglais prend position à l'ouest de la 5e armée française du général Lorzac. À Mons, les routes allemandes et britanniques se croisent. Mieux informés que les Anglais, les Allemands ont entendu parler de leur débarquement. Ils sont surpris de les rencontrer aussi vite devant eux. Leurs routes se sont croisées trop tôt. Ils subissent le tir des canons lourds des Anglais. Pendant 48 heures, les Anglais tiennent leur front. Mais la retraite des Français met leur flanc à découvert. Le corps expéditionnaire doit ramasser ses blessés et reprendre à l'envers la route qu'il avait suivie quelques jours auparavant. Les Belges se débrouilleront tout seuls. Pourtant, ils ne veulent pas s'agenouiller. Ils prennent les bêches et les pioches, creusent des fortifications. Ils veulent absolument s'accrocher au terrain. Ils ne veulent pas rentrer en Anvers. Pas sans combattre, même s'ils doivent combattre seuls. En réunissant toutes les forces disponibles, le roi Albert commande à une armée d'opérettes de 117 000 hommes qui portent des casques en cuir bouilli et des uniformes napoléoniens.
Les Allemands ne le savent pas encore, mais le monde entier s'en doute. Il ne s'agit pas d'une armée, mais d'un peuple. Le quartier général allemand, abasourdi et exaspéré par la résistance belge, détache une fraction importante de l'aile droite de von Kluck pour écraser Anvers. Les Belges se déploient pour résister à la poussée allemande. Des civils en grand nombre viennent assister au combat. En ce début de la guerre, cela se fait encore. D'abord, l'incroyable arrive. Les Belges tiennent. Mais les Allemands approchent leurs obusiers lourds, ceux qui ont déjà brisé Liège. À ce moment de crise extrême, un chérubin britannique débarque sur les quais d'Anvers. Le sourire aux lèvres, Winston Churchill, 39 ans. Sur ses talons, un détachement de Royal Marine qui a gagné Anvers dans les bus londoniens. Ils sont seulement 400, mais Churchill donne à entendre qu'ils sont l'avant-garde de milliers d'autres. Pendant quelques jours, les Belges n'éprouvent plus le sentiment cruel d'être abandonnés dans un monde hostile. Pourtant, quand les marines gagnent le champ de bataille, on se doute que les renforts promis ont déjà été renvoyés en Grande-Bretagne. Les Anglais aiment la Belgique, mais ils restent réalistes. Le gouvernement ne peut gaspiller ses forces pour une cause perdue. Seulement 400 Britanniques combattent à Anvers. Anvers est désormais la cible des canons lourds de von Kluck, des mortiers de 350 mm, des obusiers Krupp de 420, des monstres. Des obus de 1800 livres tombent sur la malheureuse ville. Sous le feu d'Anvers, le roi Albert et son épouse sont les symboles de la résistance belge. Le rôle de la reine est délicat. Élisabeth est une duchesse de Bavière et son frère est général dans l'armée allemande. Le 9 octobre, après un siège d'1 mois, Albert doit accepter l'inévitable. Transportant les archives officielles dans des paniers d'osier, le gouvernement et l'armée abandonnent Anvers pour s'exiler en France et poursuivre le combat. Dans un dernier défi, les Belges trompent la vigilance de von Kluck et réussissent à franchir la frontière. Partout, les réfugiés suivent les troupes, dans les ports, sur les routes. Plus tard, à la fin de la guerre, on demandait à Clémenceau « Que diront les historiens de la responsabilité du cataclysme ?» « Je sais une chose qu'ils ne diront pas, » répondait Clémenceau.
ils ne pourront pas dire que la Belgique a envahi l'Allemagne. Dans leur longue retraite de Liège à Anvers, les Belges avaient fait table rase derrière eux, ne laissant rien à l'ennemi. Pour gagner quelques jours ou quelques heures, ils avaient sacrifié le réseau de communication de leur pays. Quand l'invasion devint occupation, la résistance prit d'autres formes. Pendant quelque temps, les civils tiraient sur les Allemands qui passaient dans la rue. Furieux, indignés, l'ennemi prenait des otages. La terreur devenait un moyen d'abréger les hostilités. Pour les Allemands, la terreur était justifiée. Clausewitz, leur théoricien de la guerre, n'avait aucun scrupule à faire fusiller des civils. Les Belges connaissent le nom des Allemands qui se succèdent à Bruxelles. Ils haïssent le baron von der Goltz comme son successeur, von Bissing. Désormais, la vie des Belges occupés est réglée par proclamation du commandement militaire allemand. La mort pour les francs-tireurs. Le couvre-feu imposé aux citadins. Les confiscations et les réquisitions. Le gant de fer sur la Belgique. C'est le devoir de la puissance occupante que de nourrir la population. Ainsi en ont décidé les nations civilisées avant la guerre, aux rencontres de La Haye. Les Allemands ne respectent pas ces conventions. Ils confisquent les troupeaux et les stocks de blé. Les paysans partent en colonne serrée pour le travail forcé en Allemagne. L'armée allemande, qui se dit la plus disciplinée du monde, fait la fiesta en Belgique. Les soldats boivent, volent et boivent encore. Louvain, la ville martyre, mise à sac, incendiée. Louvain, l'image symbolique des atrocités allemandes, la ville témoin. Des milliers de manuscrits brûlent. Le savoir de plusieurs siècles. Un trésor de l'humanité. La bibliothèque de Louvain est en feu. L'automne 1914 à Londres. Le bureau de la propagande décide d'alerter le monde sur les atrocités de la guerre allemande. On assure que la population belge a été martyrisée
et que des bonbons empoisonnés ont été distribués aux enfants. Il y a de l'exagération, bien sûr, dans ces publications. Lord James Bryce, qui signe le constat, est une voix autorisée et respectée en Amérique. Tous les outrages, tous les crimes ont été recensés. La presse mondiale en rajoute. Les images les plus horribles montrent les atrocités commises sur des enfants, sur des religieuses. Mensonge, fabrication, disent les Allemands. Mais qui les écoute? Pour la propagande anti-allemande, Edith Cavell est une aubaine. Cette jeune nurse a aidé des prisonniers à s'évader. Les Allemands n'ont pas hésité à la fusiller comme espionne, et pour le monde entier, c'est une martyre. La contre-propagande de Berlin est maladroite. Elle produit et diffuse des films montrant des Belges heureux. Ils font la fête et fraternisent avec les troupes d'occupation. La réalité, naturellement, est tout autre. Quand l'hiver arrive, la Belgique connaît la famine. Dans cette situation désespérée, un groupe de financiers belges présente au gouverneur allemand un plan d'achat de vivres outre-mer. Inexplicablement, les Allemands acceptent. Ils ont la propagande de guerre en tête. La conscience mondiale est touchée. L'Angleterre relâchera-t-elle son blocus naval pour laisser passer des navires de vivres? Herbert Hoover, un Américain, est choisi pour présider le comité d'aide à la Belgique. Il obtient les autorisations de Londres. Il confère en France avec le roi Albert et les Allemands l'autorisent à visiter la Belgique. Une campagne mondiale d'aide à la Belgique s'organise. En Amérique, elle a un succès massif. Le peuple américain en fait une affaire de charité. Les acteurs se mobilisent au coin des rues. Telle prima donna vend des pommes sur les trottoirs de New York. Telle vedette de Broadway harangue la foule. Les acteurs connus du public n'hésitent pas à quitter la scène pour se donner en spectacle au coin des rues. Hoover estime les besoins à 150 000 tonnes de vivres par mois et il se dit prêt à les livrer. Les Allemands respectent leurs engagements. Les bateaux sont guidés à travers les champs de mines extrêmement serrés dans la région côtière en raison du blocus des Alliés jusqu'au port neutre de Hollande. La Belgique affamée reçoit de la nourriture, une faible éclaircie d'humanité dans cette guerre terroriste. Après l'invasion de la Belgique, pays neutre, après les destructions, les milliers de victimes civiles qui en résultent, il est impossible aux États-Unis d'Amérique de prendre parti pour l'Allemagne dans cette affaire. Même si l'Allemagne n'est pas seule responsable des origines de la guerre,
Elle a la première, manifestement, conduit une guerre contraire aux principes des droits de l'homme. Décembre 1915, le Kaiser se prépare à frapper un grand coup en France. Une véritable bataille d'extermination qui prendra au piège l'armée française. Falkenhayn commande l'armée allemande. C'est un stratège soigneux dont le plan est exécuté par le propre fils du Kaiser, le kronprinz Frédéric Guillaume, un sportif devenu général. Falkenhayn a dit à l'empereur: il existe un lieu si cher au cœur des Français que pour le sauver, ils feront tuer jusqu'au dernier homme. Si l'on attaque ce lieu, la France sera saignée à mort. Ainsi parle le nouveau général en chef allemand. Quel lieu? Demande le Kaiser. Verdun. Tout ce qui roule va vers Verdun. 16 divisions ramenées de Russie préparent fébrilement les tranchées d'attaque et les abris bétonnés pour résister aux tirs des canons français. Les lignes de Charleroi et de Namur sont surencombrées. Des hommes verts, casqués d'acier, se cachent dans ces abris bétonnés. Mes amis, dit le kronprinz, il nous faut prendre Verdun. Il faut qu'avant la fin de février, tout soit terminé. L'empereur viendra passer une grande revue sur la place d'armes de Verdun. Et la paix sera signée. On prévoit 100 heures de préparation d'artillerie sur un front de 20 km. 1200 canons battent les 12 km où doivent s'engager 6 divisions. On prévoit la mort d'un Français toutes les 5 minutes. Ces hommes doivent mourir pour donner raison à Falkenhayn. Verdun est sur un saillant du front. C'est une petite ville sans importance stratégique, un ancien évêché dont la bibliothèque contient des parchemins enluminés du Moyen-Âge, connus dans le monde entier, et d'une très grande valeur. Verdun, c'est un symbole. Sa citadelle s'est rendue en 1870. C'est un symbole de la revanche. 3000 otages civils, 20 000 soldats, des forts qu'on évacue parce que les Allemands en Belgique ont montré qu'aucun fort ne résistait aux tirs de leurs obusiers lourds. Fort autour de la ville. Douaumont est le plus redoutable. Un éléphant sur la colline, un éléphant de béton planté après la défaite de 70. Il y a des forts partout, sur la rive droite, sur la rive gauche. Il n'y a plus de canons dans le fort de Douaumont. Ils ont été enlevés sur ordre de l'état-major. Les voûtes souterraines n'ont plus de garnison. Le commandant Révillon et son état-major, à leur QG de Douaumont, savent très bien que Joffre ne veut plus défendre les forts. Il répète à Révillon qu'il n'a aucune chance d'être attaqué. « 12 février 1916, les Allemands sont prêts, mais la neige se met à tomber, glissante, glacée. On reporte. Les Français en profitent pour se préparer. Ils font une nouvelle ligne de tranchées. Le dieu temps est contre nous, disent les Allemands. Il vient de nous faire manquer la surprise. » Les Français se préparent à l'attaque.
21 février, le ciel est clair, le dégel arrive. Le sol tremble. Les Allemands attaquent. En face, 12 000 réservistes français, les divisions 72 et 51. Ils ne disposent pas immédiatement du soutien de canons lourds, mais seulement de leurs 75 dont la portée est insuffisante pour toucher les arrières de l'ennemi. Le capitaine Séguin, des chasseurs à pied, raconte le bois des corps. La violence du feu est telle qu'en sortant de nos abris, nous ne reconnaissons plus le paysage. Il n'y a presque plus d'arbres debout. Les fantassins doivent affronter la nouvelle arme terroriste allemande, le lance-flamme. Les Français tiennent encore le 22. Ils s'enterrent dans les trous. Joffre envoie des renforts. Il confie le secteur au général Pétain avec l'ordre suivant. Tout chef qui, dans les circonstances actuelles, donnera un ordre de retraite sera traduit devant un conseil de guerre. Il faut reculer, résister sur une deuxième ligne. Douaumont est abandonné. Une poignée de fantassins du 24e brandebourgeois y fait son entrée sans coup férir. La propagande allemande exploite cette victoire. Douaumont est tombé, peut-on lire dans leurs journaux. Mais Verdun tient encore, ils n'ont pas passé. Un canon-croupe géant, monté sur voie ferrée, bombarde avec acharnement la ville de Verdun, répandant les ruines. La panique gagne les habitants. Ils sont évacués vers l'arrière. Dans les PC de l'arrière, on est sans nouvelles des premières lignes. Tout est désorganisé. Les postes de commandement, en première ligne, sont isolés par les bombardements. Plus de téléphone, ni de courrier. On se fait tuer sur place. L'artillerie ignore si les positions sont françaises ou allemandes. Elle tire sur ses propres fantassins. Et Joffre ignore tout du front. Il ordonne qu'on envoie des courriers dans les lignes et place à la tête de l'armée de Verdun le général Pétain. Pétain organise la deuxième armée sur une ligne de résistance continue. 25 000 morts depuis 6 jours. Le premier des devoirs est d'économiser les hommes. Le second d'organiser les secours par la seule route dont ils puissent disposer en l'absence de toute ligne de chemin de fer d'un gabarit normal. En une seule semaine, Pétain obtient 25 000 tonnes d'approvisionnement et 19 000 poilus de renfort. Sur la voie sacrée, les camions circulent jour et nuit. À la moindre panne, l'engin est balancé dans le ravin. Les canons lourds français arrivent enfin. Des 155 Cours, des obusiers de 220 de Schneider. 10 millions d'obus vont tomber sur l'ennemi. Les Allemands aussi se renforcent. Ils feront pleuvoir 21 millions d'obus au cours de la bataille de Verdun.
La forêt brûle, il n'y a plus d'arbres, plus d'herbe même. Les Français sont allés au-devant des désirs de Falkenhayn. Pétain organise la rotation rapide des divisions. Toute l'armée se dispose à mourir pour Verdun. De nouveaux obus au gaz ont été mis au point par les chimistes allemands. Un gaz appelé phosgène. Incolore, suffocant, extrêmement toxique, on l'appelle encore colongite. Bien plus dangereux que la chlorine employée dans les Flandres en avril 1915. La relève ne cesse pas à Verdun, les divisions tournent toujours, allemandes comme françaises. 40 divisions au mois de mai ont déjà essuyé le feu meurtrier. 115 divisions françaises se relaient. La bataille de Verdun, c'est aussi une surprise pour l'armée allemande. Jour après jour, les réserves françaises montent en ligne, dans l'enfer de Verdun. Avril 1916, Pétain est appelé à un commandement supérieur. Sur le terrain, c'est désormais le polytechnicien Nivelle qui commande l'armée de Verdun, où la bataille fait toujours rage, avec Mangin. Il ne rêve que d'offensive. Il nous envoie en enfer, disent les poilus. Toujours des attaques et des pertes de plus en plus lourdes. Mais le front tient. On commence à dire dans le monde entier qu'à Verdun, les Allemands ne sont pas passés. En 5 mois, 30 millions de buts sont tombés. Le sol est entièrement troué par les cratères. Des obus de tout calibre. En 5 mois, 275 000 Français sont morts et 240 000 Allemands. Le Kronprinz flanche, l'empereur a des doutes. Trop de blessés, d'estropiés, de gazés, de gueules cassées. On lui signale des cas de désertion et d'indiscipline. La 6e division de Berlin, la meilleure, décimée au bois des corps. Il faut arrêter le massacre. Il n'y a pas que la France qui soit saignée à blanc. L'enfer brûle, l'enfer de Verdun. Le carnet de route du soldat Louis Gillet. À Verdun, explique-t-il, une division laisse en moyenne 4000 hommes dans l'espace d'une relève. On ne vit plus, on ne dort plus, on ne mange plus. On range les morts sur le parapet, on ne ramasse plus les blessés. On attend le moment fatidique dans une sorte de stupeur, dans un tressaillement, le tremblement de terre, au milieu d'un vacarme dément. La terre est devenue une croûte, pas un brin d'herbe, plus une feuille d'arbre. Les chevaux meurent par milliers, perdus entre les lignes. Les porteurs de gamelles sont les premiers visés. Ils meurent aussi dans la boue, sur le chemin des tranchées,
avec les porteurs de munitions ou ceux qui traînent les mitrailleuses sur leur dos. Les Français ont retourné contre les Allemands les armes de l'horreur. Verdun, dit un autre combattant, est un cauchemar sans aube à espérer. Il n'y aura pas de fin à cela, écrit un Allemand, tant que le dernier Français et le dernier Allemand ne sortiront pas de leurs tranchées pour s'exterminer avec des couteaux de poche ou les ongles de leurs mains. L'été est arrivé enfin. Après une flambée de coûteuses attaques, les deux adversaires se calment et comptent leurs morts. 2 cadavres au moins pour chaque pied du champ de bataille. Les aumôniers militaires n'en finissent pas d'enterrer les cadavres. Dans les cratères d'obus géants, on ne peut retrouver les soldats, enlisés, mangés par la boue. Dans les statistiques, on les appelle des disparus. C'est un véritable carnage, une immense tuerie. La perme, c'est le salut. Pétain a organisé des rotations. Chacun a ses jours de perme. Et le train enlève les survivants joyeux vers Paris. Seulement voilà, à Paris, c'est une ville étrangère pour le poilu. On y parle une langue incompréhensible. Celle de l'arrière. Ceux de l'arrière attendent une nouvelle offensive de Joffre. Toujours une nouvelle offensive. Et quand elle est lancée, on apprend que c'est les Anglais. Et les Français. Ben, les Français sont épuisés, mais on l'a dit à personne. La censure caviarde les journaux. Les poilus se sentent moins à l'aise à Paris que dans leurs tranchées. Parmi les héros de Verdun, un tout petit groupe d'Américains. Mais quels Américains? Ceux de l'escadrille Lafayette, 30 pilotes et leurs mascottes. Des volontaires vêtus d'uniformes disparates qui vont traquer les avions allemands dans le ciel de Verdun, sous les rafales de mitrailleuses lourdes. Ils ont appris à piloter les avions français en toile et en bois et deviennent vite des champions. Des as, comme on les appelle alors. À la fin de l'été, Falkenhayn est renvoyé. Le Kaiser, frappé par les lourdes pertes de son armée, appelle au commandement Hindenburg et Ludendorff, les vainqueurs de Tannenberg. Leur premier réflexe est d'arrêter le massacre. Plus d'assaut sur Verdun. La terre a déjà englouti trop de morts. Les Allemands décident la pause.
Mais les Français n'en restent pas là. Ils ont touché de l'artillerie lourde et les canons tonnent à nouveau le 19 octobre. Pétain et Nivelle ont décidé de vaincre à tout prix et d'employer les grands moyens. En quelques jours, les Allemands perdent les forts qu'ils avaient conquis. Douaumont est repris au prix de lourdes pertes par une attaque sans merci menée par le général Mangin. Douaumont, le fort désaffecté par Joffre, devient le symbole de la victoire française de Verdun. Falkenhayn a perdu son pari. Dix mois ont passé. En décembre 1916, l'enfer de Verdun est pris par les glaces, sur plus de 20 km² de front. Sous la terre est enfoui un demi-million de cadavres. Dans le monde entier, Verdun devient le symbole de la résistance française. Verdun est la gloire de la France, mais aussi son tombeau.